Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre nouveau rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias. C'est l'association et le think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors chaque mois, nous allons décortiquer ensemble les grands enjeux auxquels doivent répondre les entreprises dans leur façon de communiquer, à la fois en interne et en externe. Pour ce premier numéro, je vous propose de nous intéresser à la question de la confiance, une confiance mise à rude épreuve par la crise que nous traversons. Alors comment redonner du sens aux mots transparence, vérité, sincérité? Comment rester crédible quand on n'a pas les réponses à toutes les questions? Comment enfin retrouver la confiance pour agir ensemble et faire avancer l'entreprise? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour commencer cette émission, donc, je suis avec Jacques-Emmanuel Saunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Entreprises et Médias, qui est donc partenaire de cette émission. Vous êtes aussi directeur de la communication de Total. À vos côtés, Caroline Guillaumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH et directrice de la communication de la Société Générale. Et Charles Hufnagel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, vous, de la communication de Carrefour. Alors pour cette première émission, on va beaucoup parler de la question de la confiance. Jacques-Emmanuel Saunier, c'est vrai que il y a eu quand même une crise de confiance liée à la Covid, que ce soit la confiance dans les politiques, dans les institutions, dans le système de santé, mais aussi dans les entreprises. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vos adhérents aussi l'ont ressenti? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, la crise a érodé la confiance? Alors, ce qui est certain d'abord, c'est qu'on a fait face à une crise. C'est très important d'abord de savoir, je pense, à quelle situation on a à faire face, parce que tout n'est pas crise. Et il faut bien définir les choses, bien les nommer. Et effectivement, une crise, en général, on s'accorde à dire que c'est quelque chose qui va mettre en risque de péril des vies humaines ou des activités. Nous avons, de fait, eu là affaire à une crise et malheureusement, elle se poursuit. À partir de là, effectivement, va se poser la question de la confiance en celles et ceux qui pilotent la crise vis-à-vis des audiences qui sont concernées. Et il y a effectivement, dans nos métiers, tout un tas de paramètres, tout un tas d'actions, d'ailleurs souvent préventives, mais aussi qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on est face à ces situations, qui permettent de se préparer et de piloter la crise, de sorte d'essayer de conserver, voire de nourrir la confiance dans ce type de circonstances. Caroline Guillaumin, vous êtes sentie challengée dans votre métier avec cette crise ? Alors en fait, oui, il y a toujours dans ces situations de crise une notion de confiance qui est en rupture, mais moi j'ai envie de dire que les entreprises en fait ont connu quelque chose d'un peu différent. À l'intérieur de leurs entreprises, il y a eu quand même, de la part en particulier des collaborateurs, une grande confiance quand même dans l'entreprise et dans sa mise en place des mesures qui pouvaient les protéger. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis suffisamment en avant. Il y a eu tout un travail qui a été fait entre les directions des entreprises, direction de communication, direction RH, mais les directions au sens large, les partenaires sociaux, qui ont aussi joué un grand rôle. Et tout le travail s'est mis en place pour effectivement que l'ensemble de nos collaborateurs se sentent réconfortés pendant cette gestion de crise. Et c'est tout ce que, très très rapidement, toutes les entreprises ont mis en place, que ce soit les mesures sanitaires, que ce soit la protection, les masques, le gel, les mesures de distanciation, et puis même tout l'accompagnement managérial qu'on a fait. Donc oui, il y a eu effectivement un sujet au démarrage de la crise avec évidemment cette notion de confiance, mais moi je trouve qu'au contraire, on a eu un mouvement à l'intérieur des entreprises, et d'ailleurs les sondages le prouvent, quand on fait nos baromètres, en fait, on voit qu'il y a eu de la part de nos collaborateurs ce sentiment qu'ils étaient en sécurité et qu'on avait mis tout en œuvre pour effectivement les protéger pendant cette crise. C'est un sentiment qui a été partagé par les équipes de Carrefour, Charles Hufnagel, parce que on a beaucoup parlé de la mobilisation des équipes dans la grande distribution. Ça n'est possible que s'il y a justement cette confiance, si vos équipes, elles vous font confiance pour pouvoir aller travailler. Je pense que dans ce que dit Caroline, il y a quelque chose d'important qui est que dans les entreprises, la confiance, vous parliez de défiance tout à l'heure, la confiance est quand même largement là. Et elle est relayée à partir du moment où l'entreprise elle a un discours de vérité. Je crois que ce qui est très important, c'est que c'est un moment, en fait, les crises où la communication, le marketing laisse sa place à un discours de vérité. Il faut dire les faits. Il faut dire ce qu'on sait, il faut dire ce qu'on ne sait pas. Il faut dire ce qu'on ne sait pas ou pas? Ça, c'est ma question. Et on a le droit de dire je ne sais pas et je ne peux pas répondre à toutes vos questions? Je pense qu'on l'a montré en politique, que le je ne sais pas est quelque chose d'important parce qu'il donne de la confiance. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne sait pas, vous avez plus confiance en lui qu'en quelqu'un qui vous ment, par définition. Et je pense que ce qu'on a vécu
nous tous, dans nos fonctions diverses et variées, c'est des endroits où il y avait de la confiance. L'entreprise en est un, même si il n'y avait pas que dans l'entreprise. Et puis un mouvement de défiance qui est très fort, mais qui est plus fort vis-à-vis des corps institutionnels, vis-à-vis des élus, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des grandes boîtes qui ne sont pas les nôtres, en fait. Un salarié peut avoir confiance en sa boîte et avoir de la défiance vis-à-vis de notre grande institution. Et donc c'est ça, je dirais, le paradoxe de cette crise, c'est qu'il y avait des grands endroits où il y avait de la confiance, et il y avait des endroits où il y avait beaucoup de défiance, et cette défiance, elle n'est pas nouvelle. La crise de la confiance dans nos sociétés, elle n'a pas attendu le Covid. Le Covid l'a, en revanche, accéléré, c'est certain. Jacques-Emmanuel, quand on dit à ses collaborateurs qui en plus sont à distance, je ne sais pas, comment ça se passe, comment c'est perçu, comment garder justement à la fois ce discours de vérité, sa crédibilité et ne pas éroder cette confiance qu'on a pu avoir au départ? Parce que je pense qu'on en revient dans ce cas à ce qui fait les fondamentaux d'une communication de crise, plus largement peut-être d'une communication tout court. Il faut délivrer une information utile, fiable et sincère. Je pense que ce sont vraiment les 3 piliers fondamentaux sur lesquels doit reposer une communication en temps de crise. Et c'est d'autant plus important que cette crise Covid au sein de nos entreprises, et plus largement d'ailleurs, a permis de le rappeler, la communication, la fonction communication, nos métiers, la fonction communication a été un des leviers du pilotage stratégique pour les managers de cette crise. Pas le seul, naturellement, tout n'est pas que communication. Mais si vous ratez votre communication, vous savez, une réputation, c'est très long à bâtir, c'est très rapide à détruire. Et donc, il faut, pour répondre à votre question, une fois encore, rester sur ces fondamentaux, une information utile, fiable et sincère, ce qui veut dire, comme le rappelait Charles, que l'on peut dire « je ne sais pas » et que dire aussi que lorsque l'on saura, on reviendra vers vous, vous partagez. Et je crois que c'est très important de dire cela plutôt que de mentir. Et dans ce cas, ensuite de courir derrière son information ou son information erronée, ce qui fait que vous risquez de perdre le fil de l'essentiel. Or, c'est une des majeures de la communication de crise, ne pas courir après l'information et essayer de garder la main pour pouvoir conserver la dynamique de dialogue avec les collaborateurs notamment, ou les autres parties prenantes, nos clients, ou les autres corps, ou institutions, ou associations avec lesquelles on dialogue. Vous parlez d'informations utiles et fiables. Caroline, comment est-ce qu'on fait pour ne pas noyer non plus le collaborateur sous toute une somme de mesures sanitaires et d'informations pratiques, tout en gardant aussi l'esprit communication d'entreprise qui est un petit peu plus élevé que juste la façon de faire au jour le jour et les mesures sanitaires? Oui, mais alors... C'est vrai que quand on regarde ce qu'on a fait pendant cette crise, vraiment, je crois que ça nous a marqué, hein, ça marque tous les directeurs de la communication. Nous, on a pris le parti pris de beaucoup communiquer. Et effectivement, c'est un parti pris qui nous a été reconnu par nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous à distance, une partie. On avait un peu comme Carrefour, on avait 2 populations, une population qui pouvait télétravailler, je pense que c'était pareil chez Total, et une population qui devait venir sur site. Donc cette population-là, elle était, il faut se souvenir, on était en février-mars, on n'avait pas les masques, on n'avait pas toujours les gels, on n'avait pas toujours tout ce qu'il fallait. Et en fait, on a pris ce parti de communiquer quasiment tous les 2 jours, en fait. Et oui, on était retombé dans une communication très opérationnelle, très dans le détail, très dans les mesures, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire, le numéro. Si vous avez un problème, appelez ici, la plateforme téléphonique, psychologique. Et on est sorti de cette vision très stratégique corporate, qu'on retrouvait à des moments, je dirais, plus, par exemple, managérial, avec nos dirigeants qui parlaient beaucoup par Zoom et différents moyens. Mais je crois que dans ce moment-là, là, on était vraiment dans la réassurance, et encore une fois, cette notion de confiance, les gens avaient juste besoin d'entendre qu'on avait bien conscience de ce qu'ils vivaient, qu'on était bien là pour les seconder, et qu'on avait non pas des réponses à tout, mais qu'on avait pensé à tout. Et souvent, effectivement, on mettait dans nos communications... Alors, on a aussi repris quelque chose qui a été formidable pendant cette crise, ça a été la communication directe filière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je parlais directement à l'ensemble des DRH dans le monde ou par pays, mais il n'y avait plus de strates en fait, managériales qui prenaient trop de temps. En fait, hein. Vous parlez à la première strate, qui parlait à la deuxième, qui parlait à la troisième. Ouais. C'est pas possible en période de crise. Donc tout ça a permis effectivement de répondre à des questions terre à terre. Et je pense que quelquefois, la communication, elle est là aussi pour répondre à des situations ou à des sujets qui nous paraissent peut-être extrêmement simples, mais qui pour notre audience sont évidemment des éléments extrêmement importants
encore une fois, pour retrouver et pour avoir confiance dans les gens qui dirigent. Il y a eu aussi une accélération du rythme de communication, Charles Hufnagel, pendant cette période. C'est-à-dire là où peut-être un directeur de la communication pouvait s'adresser, peut-être, je sais pas, une fois tous les mois ou tous les 3 mois, presque du jour le jour finalement. Toute crise accélère le temps. Et cette crise, elle est historique. Enfin, je pense qu'aucun d'entre nous n'en a vécu à une telle intensité. Donc, effectivement, l'intensité était dingue. Alors, je n'étais pas chez Carrefour pour la première vague, mais je sais de mes collègues qu'ils n'ont pas arrêté. Mais personne n'a arrêté. La communication n'a pas arrêté. En magasin, ils n'ont pas arrêté non plus. Ils ont travaillé tout le temps. Donc, cette crise, elle était à la fois forte par son intensité, elle ne s'arrêtait pas, par la dimension dramatique. Et puis sans doute aussi par ce qui va avec, c'est-à-dire l'engagement des collaborateurs, qui chez nous a été quelque chose d'absolument incroyable. Jamais les magasins de Carrefour n'ont été fermés, et je pense que c'était aussi quelque part un moment humain extrêmement fort, et je vois l'engagement qu'ils ont tous vécu ensemble. C'est quelque chose qui restera dans toutes les mémoires, en tout cas la mémoire des salariés de Carrefour, c'est sûr, j'espère dans la mémoire des Français. La grande distribution qui n'a pas toujours eu une image aussi positive qu'on le souhaiterait pour nous. Souvenez-vous, la deuxième ligne, elle était là, elle a été saluée, et c'était quelque chose de très positif pour le groupe, ça c'est certain. Et Caroline, vous aussi, vos salariés, ils ont été un peu en première ligne parce que effectivement, les banques, la négociation des PGE, les entreprises qui se retournent forcément vers vos équipes. Comment est-ce que vous les avez accompagnés sur ces sujets-là ? Parce que l'hyper-sollicitation, c'est un problème aussi à gérer. Ça a été très dur. Il faut voir aussi que dans le cas des PGE, ça a été décidé, je crois, 2 ou 3 jours avant qu'on les mette en place. Ouais. On n'avait jamais vécu ça. Quand vous mettez en place un nouveau produit, ça prend des semaines et des semaines. Là, il fallait tout faire, et avec une pression, évidemment, qui était à la fois la pression des clients qui en avaient besoin, donc des appels constamment, un système qui n'était pas optimal, en particulier sur le télétravail, parce que jusqu'à présent, le télétravail était plutôt réservé aux cadres, aux fonctions centrales, aux fonctions support, mais pas vraiment quand vous étiez dans une agence, parce que c'était même pas imaginable qu'on ait un chargé de clientèle qui soit en télétravail, puisqu'il rencontre ses collaborateurs. Donc il y a eu tout cet accompagnement qui a été vraiment au quotidien, avec, je dois dire aussi, on s'est déplacé sur site à partir du moment où nos collaborateurs étaient évidemment sur site. Une grande partie de la direction générale s'est déplacée pour effectivement aller dans les agences pour rencontrer avec les mesures évidemment sanitaires. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est beaucoup les valoriser, parce que à la différence de certaines premières lignes, les banquiers, il a fallu attendre un tout petit peu de temps pour qu'on nous dise bravo, vous avez fait un super boulot. Et ça a été super, super difficile pour les troupes. Ils étaient dans les agences, ils répondaient de chez eux, de partout, avec leur téléphone. Enfin, c'était l'enfer pour répondre aux clients. Et en fait, il y avait pas à aucun moment, il y a eu même une prise de parole. Et il a fallu attendre, je crois, pratiquement le mois d'avril pour qu'on ait effectivement Bruno Le Maire qui remercie les équipes, et ça a fait du bien aux équipes, parce que vous savez, déjà c'est pas facile, vous y allez dans des circonstances qui sont quand même très compliquées. On oublie quand même, mais au début de la crise, on savait rien, on savait mais absolument pas quel était le niveau de dangerosité, on entendait juste parler d'hôpitaux qui étaient débordés. On voyait les morts s'accumuler. Enfin, nous, on a malheureusement dû annoncer 7-8 décès dans les équipes. Ça paraît petit, mais c'est énorme quand on parle de ce sujet-là. Donc les gens étaient très stressés, et il n'y avait aucune reconnaissance. Donc nous, on a beaucoup passé de temps, à la fois équipe de direction et même entre collègues, à féliciter, à remercier les équipes. Et puis, ce qui a été génial, c'est quand effectivement on a eu quand même une prise de conscience que, oui, les banquiers, c'était comme les autres, étaient effectivement en première ligne, comme tous les gens qui sont allés travailler pendant cette période. Et on parle d'engagement collaborateur. Quand on a des équipes à distance, avec le télétravail, la communication, elle reste clé pour maintenir cet engagement-là ? Oui, tout à fait. Alors, par chance, ça a été aussi, Charles parlait d'accélération en temps de crise. Je pense que pour toutes les entreprises qui étaient gréées, ça a été une accélération de la transformation des modes de fonctionnement. D'abord, cette notion de télétravail, dès lors qu'on avait les équipements, ou alors il a fallu s'équiper, mais enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à peu près, dès lors que l'on peut, cela fonctionne. Vous avez également supprimé, Caroline tout à l'heure parlait de suppression de strates systématiques dans l'interaction avec les équipes. Je pense qu'effectivement, ça aussi a permis d'accélérer la manière dont les gens interagissaient. En revanche,
il est apparu assez rapidement, il m'est apparu assez rapidement en tant que manager, qu'à un moment donné, le système de télétravail avait ses limites. C'est-à-dire que je pense que ça a aussi mis en évidence que les gens avaient besoin d'interaction, de ce que j'appelle aussi des temps pour rien. Dans une fonction communication, mais comme dans d'autres, il y a des temps pour rien, à la machine à café. Oui, l'informel a effectivement son importance. Humain, Ouais. Et puis on échange quand même de l'info. J'ai une idée, tu m'as parlé de tel truc, j'ai trouvé... Alors qu'on ne va pas forcément faire un mail pour ça. Alors qu'on ne va pas forcément faire un mail pour ça, et que vous ne pouvez pas programmer sur Teams ou autre outil de communication les 2 minutes 50 qui vont faire que. Et donc, à la fois, forte réactivité, accélération dans les nouveaux modes de fonctionnement, et en même temps, confirmation du fait que, étant un collectif, une entreprise est un collectif, c'est ce qu'il y a de fantastique, c'est la dynamique collective qui fait avancer l'ensemble. Ce collectif, il a besoin d'interaction présentielle. Moi, je voudrais savoir, par exemple, Charles Lufnagel, comment est-ce que vous avez changé des choses dans votre façon de communiquer auprès de vos équipes? Parce qu'évidemment, tout le monde parle de visio, mais est-ce que vous avez mis en place des temps spécifiques avec vos équipes, disons chaque matin à telle heure, des petites routines? Oui, mais je répondrai surtout, et au-delà de la com, je pense qu'il y a eu une WhatsAppisation, alors après ça peut être Telegram ou autre chose, qui dans cette crise a trouvé son rythme. C'est en train de devenir un outil professionnel WhatsApp en fait. On a tous 2-3 vies qui sont la réunion Google Meet à 10h, la série de visio, mais on sent que le truc qui bouge tout le temps, c'est les WhatsApp. Et donc ça écrase les strates. C'est pas uniquement lié au Covid, mais le Covid nous a obligés à réagir très vite, nous oblige à aller chercher l'efficacité, donc ça casse la bureaucratie, donc on va directement à l'info, et plutôt que d'avoir des boucles étroites, et puis la goutte d'eau d'information qui descend tout doucement jusqu'en bas, qui a toujours été la difficulté de la communication, vous avez aujourd'hui quelqu'un qui sait, et qui balance un message dans une boucle où il y a un nombre incalculable de collaborateurs, et là, sachant qu'un collaborateur peut répondre. Et la WhatsAppisation des esprits, c'est ça, moi, le truc que je vis le plus aujourd'hui en étant... Mais ça ne devient pas difficile à gérer à un moment ? Pas du tout. Parce que si vous avez, je sais pas, 1000 collaborateurs sur une boucle WhatsApp, ça devient... non ? Mais c'est la nouvelle manière de travailler, si vous voulez. La seule difficulté, c'est d'être capable de se poser, d'être capable de pouvoir faire aussi du présentiel, comme le dit Jacques-Emmanuel, de pouvoir aller en magasin ou en agence, comme le dit Caroline. C'est que la vie ne peut pas se réduire à une boucle WhatsApp. Mais il y a quand même un gain de productivité avec ces boucles-là, ou Telegram, peu importe, dans l'univers dans lequel on vit. Mais ces outils-là nous donne une efficacité, une productivité, et casse les strates, casse les silos. C'est plus uniquement le chef qui parle au sous-chef, qui parle au sous-sous-chef, et puis à la fin, on ne sait pas si les gens qui sont sur le terrain l'ont appris. C'est qu'on parle directement au terrain, et puis le terrain peut remonter aussi très vite. C'est ça la révolution. Charge peut-être, si je peux me permettre, ensuite au manager, voire au chef, comme dit Charles, de savoir dans des moments un peu institutionnels, de savoir faire la synthèse sur un sujet précis, des informations importantes qui ont circulé par les canaux que vient de mentionner Charles, et que tout le monde n'a pas forcément suivi. Parce qu'effectivement, ça va très vite. Donc c'est vraiment la responsabilité managériale qu'à un moment donné, de faire la voiture balai, si on peut dire ainsi, pour être bien sûr que sur un sujet donné, à un moment donné, l'essentiel soit bien partagé par tous. Caroline, ça va rester ça, ces nouvelles pratiques, la boucle WhatsApp et puis le fait que les strates soient cassées comme ça, ou finalement à un moment les institutions vont reprendre leurs droits? Alors autant je ne crois pas au monde d'avant et au monde d'après. Ouais, moi j'ai du mal aussi avec ça. Ça j'y crois pas. Par contre, je crois qu'il y a eu une rupture fondamentale dans le futur du travail. Une accélération. En fait, c'est pas une rupture, c'est une accélération. On avait tous du télétravail, à part que personne n'avait même pensé à le développer de cette façon-là. Et je parlais tout à l'heure, et je pense que le plus gros choc, par exemple, sur le télétravail, ça a été cette vision, et c'est une question de confiance d'ailleurs, cette vision selon laquelle le télétravail ne pouvait être fait que pour des cadre moyen, cadre sup, voilà, il fallait quand même qu'on vous fasse confiance pour que vous puissiez aller télétravailler le week-end, juste avant le week-end, voilà, c'était... Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une crise où on a besoin que des gens qui ne sont pas du tout des cadres sup de l'entreprise ont besoin fondamentalement du télétravail, beaucoup plus que les cadres sup de l'entreprise. Et donc, je pense que ça, déjà, ça a fait une rupture fondamentale, c'est que des managers qui, jusqu'à présent, considéraient qu'ils ne faisaient pas confiance dans leurs collaborateurs pour travailler à distance, ils ont été obligés de faire confiance. Il n'y avait pas le choix, donc de toute manière, on était en confinement, il fallait que tout le monde y aille. Donc, il a fallu... Donc, tout ça, ça a généré déjà un changement culturel majeur dans les entreprises. La deuxième chose, et c'était d'ailleurs une erreur, à mon avis, qu'on a beaucoup entendue sur les ondes, c'était « Ah, mais regardez, tout le monde en a marre du télétravail ». Non.
ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du télétravail. Juste, on parlait de définition. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du travail à distance forcé. Il n'y a rien de plus. C'est pas du télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui est inclus dans une organisation du travail, qui est plutôt pensé, et effectivement qui est pensé avec cette notion de lien social. C'est pour ça que la plupart des entreprises pensent à du télétravail 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. Mais il y a très peu d'entreprises qui se disent qu'ils vont arrêter effectivement d'avoir ce lien social entre les collaborateurs, ou même ce lien avec un lieu physique, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément des tours à la Défense, mais ça peut être autre chose. Et donc je pense qu'en fait, il y a une véritable... la vision de ce future of work, tel qu'on l'appelle en anglais, et nous on a eu un projet fantastique où les collaborateurs ont réfléchi à cette nouvelle vision du travail, elle est vraiment autour de cette notion de confiance, parce que effectivement vous réfléchissez à plus long terme, et encore une fois vous redéfinissez à la fois ce que c'est que de travailler à distance, donc cette relation managériale, comment est-ce qu'elle va se vivre, comment va se faire cette notion de confiance et ce lien de confiance, comment vont se faire les objectifs, sur quelle base vous allez évaluer vos collaborateurs demain, mais aussi ce lien, Jacques-Emmanuel en parlait, et moi je pense qu'on a découvert ce qu'était le lien social. On ne peut pas vivre sans lien social, on ne peut pas vivre sans la machine à café, on ne peut pas vivre sans avoir le petit café avec son collègue, parce que c'est là que se fait la créativité, l'innovation, tout sort aussi de ce lien les uns avec les autres, et malheureusement Zoom ou Teams ou ce que vous voulez ne permettra jamais de remplacer ce lien à un moment donné pour de la créativité. Voir naturellement l'identification des risques psychosociaux qui peuvent être liés. Bien sûr. C'est très important, et malheureusement, dans les effets secondaires de cette situation, il y a eu aussi le cas de collaborateurs qui ont, pour des raisons totalement différentes mais totalement respectables, mal vécu, voire très mal vécu la situation de télétravail, de confinement. Non, mais en plus, comme donc c'est très important pour nous, managers, non seulement d'être capables d'identifier, donc de bien garder ce lien. Et ça dépend aussi de la façon dont le télétravail, ou disons le travail à distance forcé, est géré. Parce que si on tombe dans un espèce de truc où je vous mets en télétravail, mais j'ai pas vraiment confiance, donc je vous demande du reporting toutes les 5 minutes, là aussi le risque de décrochage est complet. Bien sûr. Comment vous appréhendez ça avec vos équipes ? Je pense qu'une fois encore, c'est une question de responsabilisation des managers. Moi, j'essaye encore de nourrir un dialogue avec chacun des managers, et pas uniquement les moins un, pour vraiment d'abord, partager les infos, faire en sorte qu'ils soient attentifs à leurs propres équipes, qu'eux-mêmes échangent entre eux, pour ne pas se sentir seul, parce qu'un manager, souvent, il peut se sentir tout seul. Et il peut se sentir tout seul avec ses problèmes, et puis il peut imaginer qu'il est le seul à faire face à ses problèmes. Et dans une journée, vous avez plein de choses à faire, vos réunions. Moi, ce que je veux, c'est que les gens dialoguent. Et j'ai fait en sorte de créer, au-delà de la circulation de l'information sur la situation, que les gens qui étaient en situation de management puissent se parler beaucoup plus qu'on ne le faisait avant, pour échanger sur les problématiques que nous rencontrions. Et ça, en cassant également, comme le disaient Caroline et Charles tout à l'heure, en cassant les strates, et faire surtout que chacun puisse exprimer et repartir éventuellement avec des idées de solutions, ou alors nous refile la balle en tant que hiérarchie pour pouvoir régler les problèmes. Charles Hufnagel, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cette crise vous a fait progresser dans votre métier ? C'est une bonne question. Je pense que cette crise, si on était... la plupart des grandes boîtes, en tout cas celles que j'ai vues, ont finalement plutôt bien géré cette crise en termes de communication. L'information a circulé, on a su parler aux clients. Je dirais que les entreprises ont répondu présent. Après, le progrès, il est toujours là parce qu'on a forcément loupé des choses. Il y a des moments où on a été meilleur que d'autres et des moments où on a été plutôt mauvais. Donc ça, c'est l'accumulation d'expérience. Mais je n'ai pas senti, si vous voulez, dans cette crise, que les entreprises avaient fait un grand loupé. J'ai plutôt l'impression qu'elles ont répondu présent, mais parce que c'est aussi 10, 20 ans d'expérience, de construction, de direction de la communication, accrochés à des COMEX qui en connaissent l'utilité, qui en connaissent la fonction. Et quand Jacques-Emmanuel tout à l'heure disait que c'est un peu le rôle de la communication, un rôle stratégique, tout n'est pas communication, mais les patrons, ils savent à quoi sert une direction de la communication, et là, ils ont su l'utiliser.
Caroline, même question. En quelle mesure est-ce que ça vous a fait progresser, vous, cette crise dans votre métier ? Alors, moi, d'autant plus, c'était quasiment la première grosse crise en tant que RH, parce que j'avais les deux fonctions. Donc d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Charles. Hein. Je crois qu'on doit être très fiers, en fait. Moi, en tout cas, je le suis. Collectivement, je trouve que les entreprises en France ont vraiment super bien géré cette crise qui était un cauchemar pour tout le monde. Hein. Enfin, je crois qu'on n'en dormait pas. Enfin, il faut être honnête, c'est quand même quelque chose qui est absolument incroyable. On tient, voilà, on est un des leviers du bien-être de nos collaborateurs. C'est très très dur. Mais je crois que, et pour avoir beaucoup parlé avec des collègues à l'étranger, en fait, de grosses boîtes étrangères, je trouve que peut-être parce qu'on a des systèmes de communication qui sont très développés, en particulier de communication de crise, en fait. Quelquefois, c'est pas terrible, mais là, c'est plutôt positif. Et donc, je crois qu'on a su réagir vraiment très, très rapidement et mettre en place tout ça. Après, quand on est confronté à une crise dans laquelle c'est l'humain qui est au centre, on progresse tout simplement parce que tout d'un coup, on prend conscience de notre job, de notre rôle, et beaucoup plus, encore plus que quand il s'agit, j'ai envie de dire, d'une crise financière ou d'une crise peut-être liée à un produit. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement intime, très, très dur. Et donc, je pense qu'on a certainement amélioré encore notre façon, notre réactivité et notre innovation, mais en particulier dans le digital. Je crois que tous, on a mis en place des systèmes qu'on ne pensait pas pouvoir marcher avec une amplitude telle. Donc oui, on a tous progressé à une vitesse qui est incroyable. On a fait des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire dans d'autres circonstances. Jacques-Emmanuel, pour le mot de la fin, les directeurs de la communication ont montré dans cette crise à la fois leur agilité et leur résilience ? Je crois surtout qu'ils ont montré une fois encore que leur fonction, elle était un des leviers du pilotage stratégique de l'entreprise. Ils ont forcément appris plein de choses. Ils ont été force de proposition. Ils ont été là. Ils ont sans doute aussi, comme le rappelait Charles, parce qu'il faut rester humble. Parfois, il faut des erreurs ou être pas pile poil sur la plaque. Mais il n'empêche que cette fonction, elle a vraiment montré qu'elle était un de ces éléments. Et je pense que de ce point de vue, la crise a peut-être ancré plus encore cette relation au sein même de l'entreprise, naturellement avec l'ensemble du management supérieur, mais avec l'ensemble des collaborateurs, voire des parties prenantes externes, parce que l'on était beaucoup sollicités également pour savoir ce que l'on faisait. Les entreprises, je voudrais en dire un mot, parce que les nôtres 3 l'ont fait, mais bien d'autres se sont aussi engagés sociétalement pendant cette crise. Elles ont pris des initiatives, après avoir naturellement eu la préoccupation de leurs collaborateurs. Elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la société ? Vous vous souvenez que chez Total, on a distribué des bons d'essence. Ouais. D'autres ont pris d'autres initiatives, et tout aussi fantastiques. Et il faut penser à cela. Je pense que les entreprises ont vraiment joué leur rôle, ont été au rendez-vous. Mais en toute humilité, naturellement, ce sont des choses très fragiles et sur lesquelles, effectivement, l'histoire nous dira si on a bien appris les leçons de tout cela. Merci beaucoup, Jacques-Emmanuel Saunier. Je rappelle que vous êtes président d'Entreprise et Médias et directeur de la communication de Total. Caroline Guillaumin, DRH et directrice de la communication de Société Générale. Et Charles Hufnagel, directeur de la communication de Carrefour. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom sur Bismart.